Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début d'été. À l'heure où j'enregistre ce podcast, la météo est au beau fixe en Bretagne et je suis ravie de vous retrouver. Et où que vous soyez, peu importe à quel moment de l'année vous êtes en train d'écouter ce podcast, que ce soit en été ou en hiver, je vais essayer de vous envoyer du soleil et de la chaleur estivale dans votre vie pendant ce petit moment passé ensemble. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode avec une superbe invitée, Kalyan Jot, qui est professeure de yoga et que je tenais à inviter ici car c'est vraiment une personne qui vit le yoga dans son quotidien et qui embrasse l'art de vivre yogique sous tous les aspects de sa vie. Que vous soyez pratiquant du yoga ou pas, vous allez voir que vous pouvez infuser la philosophie du yoga dans votre vie sous plein d'autres aspects que la pratique physique. Et notamment comment les fondements du yoga peuvent nous aider à vivre en harmonie avec nos valeurs et à vivre en pleine santé aussi. Kalyan est une personne très très douce et inspirante qui a vécu un éveil spirituel assez fort, des déclics et une reconversion professionnelle magnifique. Vous savez que j'adore partager ce genre d'histoire et c'est une personne très agréable à écouter. Donc je vais vous laisser avec cette interview. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à le partager à votre entourage et sur vos stories, à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez maintenant aussi vous abonner à la newsletter du podcast pour être prévenu par mail lorsqu'un épisode sort et checker le sujet du jour. En cliquant sur le lien du podcast, vous arriverez sur la page de l'hébergeur, vous cliquez sur s'abonner et vous aurez l'option s'abonner à la newsletter. Merci du fond du cœur pour votre soutien et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Kalyan. Hello Louise. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, très bien. Heureuse d'être là, heureuse de pouvoir converser avec toi et de pouvoir partager cet après-midi. Trop cool. Moi aussi, je suis trop contente de te recevoir. Dès que j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis dit, il faudra que je l'interviewe. Je me souviens que tu m'avais envoyé un petit message à l'époque et c'est chouette parce qu'en plus, de voir l'évolution dans laquelle aussi tu chemines, ça fait toujours plaisir et je suis ravie vraiment de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Trop cool, ça fait trop plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas du coup, donc tu es professeur de yoga, ton activité est tournée autour de la femme, tu es fondatrice du site Girls Do Yoga et donc tu enseignes en particulier le yoga de la femme, le yoga Kundalini, le yoga de la fertilité, du yoga pré- et post-natal, du yoga nidra et enfin de la méditation. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai découverte en fait via l'application Evolume, qui est mon application de méditation qui a été cofondée par Alexia, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours et que je vais aussi interviewer dans ce podcast bientôt. Est-ce que j'ai tout dit sur tes activités ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une casquette que j'aurais oubliée ? Toujours un petit peu des casquettes supplémentaires à s'ajouter, mais tu as très bien résumé les choses. J'enseigne pas mal de yoga différents, mais avec la même approche, celle de faire du bien aux femmes, d'amener un peu plus de spiritualité aussi dans nos vies, au travers d'une approche qui est à la fois énergétique, physique et aussi émotionnelle. Et au-delà de l'enseignement du yoga, c'est vraiment un accompagnement que j'essaye de faire pour
pour les femmes, que ce soit en collectif ou en individuel, lors de cours, de retraite, peu importe finalement. Tout ça, ce sont que des prétextes finalement à pratiquer. Mais c'est vraiment la volonté de simplement faire du bien. Et c'est ce que je dis toujours lors des cours, hein, si déjà on peut, au travers du yoga, se sentir mieux eh bien, chaque jour, en fait, on a tout gagné, quoi. Donc, c'est déjà un bon objectif, je trouve, que de se dire, voilà, je vais juste me faire du bien pendant 1 heure, un quart d'heure, 10 minutes. Et voilà, et comme tu disais, je collabore avec l'application Evolum sur laquelle j'enregistre des méditations. Et puis, je travaille aussi pour une autre application, plus de coaching, qui s'appelle Fabulous. Donc là, c'est plus une partie, on va dire, B2B pour parler un peu avec des termes techniques. Mais j'aime beaucoup en fait collaborer avec des applications parce que ça permet aussi de diffuser plus largement son message et de toucher peut-être des personnes qu'on n'aurait pas pu toucher via finalement d'autres biais, quoi. Ok. Alors la première question que je vais te poser en fait, c'est les premières interviews que j'ai faites, c'était la question finale, mais j'ai décidé de finalement la mettre au début. Alors dis-moi, c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie? Alors la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, je pense que ça a été de pousser justement un jour la porte d'un studio de yoga. Bon, j'aurais pu dire aussi d'arrêter mon ancien travail. Il y avait plein de réponses possibles, mais honnêtement, c'est le point de départ. Ça a été quand même cette pratique du yoga, parce que ça a été pour moi en fait un vrai challenge, étant donné que j'ai pas du tout de bagage, de souplesse. Mon corps, on s'entendait plutôt bien, mais clairement, j'avais plein de problèmes de dos et puis j'étais surtout hyper, hyper, hyper raide. Mais là, c'est vraiment pas des blagues, je n'allais pas plus loin que mes genoux. Je suis pas encore la prof de yoga la plus souple d'ailleurs de la Terre, je le serai jamais. Mais je l'accepte aussi totalement. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, oh, le yoga, ça a l'air chouette. Il y avait tout ce pendant aussi spirituel qui m'a toujours attirée. Et je me suis dit, ça peut être une belle occupation, hein, pour mes week-ends et mes soirées. Et finalement, ça a été la porte d'entrée du reste de ma vie, et une vie beaucoup plus alignée avec qui je suis, beaucoup plus authentique. Et puis surtout le début d'une nouvelle vie professionnelle quelques années plus tard quand même, hein. Il s'est passé un petit peu de temps. Mais c'est aussi pour ça que j'essaye de proposer un yoga qui est assez accessible en termes de posture, même en termes de contenu spirituel, méditatif. Parce qu'en fait, moi, j'ai été dans ce cas où je me disais finalement, est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Et oui, j'avais 10 000 fois ma place ici, et c'est ce que j'essaye de continuer de transmettre. Donc voilà, la meilleure décision, ça a été un petit peu de repousser on va dire mes propres limites et mes croyances limitantes à mon sujet, sur le fait que j'avais pas ma place dans un studio de yoga. Et voilà, et 10 ans plus tard, je suis la prof de yoga, donc je trouve que c'est cool. Et voilà, et j'espère en tout cas que ça montre finalement qu'on s'en fiche totalement de ces histoires de grand écart et tout ça, quoi. C'est pas l'objectif final. Ouais. Le yoga, c'est pas juste montrer qu'on est souple, ça c'est sûr. C'est ça, exactement. Et c'est clair que c'est bien des messages que tu véhicules dans ton activité. Alors, tu as aussi un podcast qui s'appelle L'Art de Vivre Yogique, que j'ai bien aimé, que j'ai bien écouté. Et voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce que j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ici en condensé, pour donner envie à mes auditeurs d'aller écouter ton podcast aussi, pourquoi pas. Que tu nous parles du coup de ton éveil spirituel, de ta reconversion. Donc à la base, tu étais commerciale pour Minelli, je crois. Ouais, alors j'étais visual merchandiser, exactement. Je m'occupais des vitrines et de la déco des boutiques, de l'aménagement des produits. Le dernier poste, c'était chez Minelli, et puis j'ai travaillé pour d'autres entreprises avant, mais ouais, c'était pas trop le même milieu, quoi. Ouais. Donc, ouais, est-ce que tu peux revenir du coup sur les expériences concrètes qui t'ont fait faire cet éveil spirituel, qui t'ont donné envie de te reconvertir? Voilà, je sais que t'as rencontré Ama. J'aimerais bien que tu reviennes vite fait sur cette expérience, et voilà un peu tout ce qui t'a donné un déclic, quoi, pour te transformer, parce que je pense qu'il y a rien à voir. T'as rien à voir avec la personne que t'étais il y a 10 ans.
Complètement, ça c'est certain et c'est, pas mal de petites étapes finalement, mis bout à bout qui m'ont menée là où j'en suis aujourd'hui et vers un point, que je considère aujourd'hui en tout cas, comme, équilibré et harmonieux pour moi. Je me sens bien dans cette vie, je me sens alignée dans cette vie-là. Ça a été voilà une co-construction, avec moi-même, avec mon âme aussi, de savoir, bah, de quoi j'avais besoin, de quoi j'avais envie et puis, ça a été fait aussi de beaucoup de signes et de pas mal, de rencontres, pour le coup très spirituelles, dont cette rencontre avec Amma. Donc à l'époque, je travaillais donc en tant que responsable merchandising et responsable marketing opérationnel chez Minelli. J'avais une équipe de 4 personnes avec des personnes que j'aimais énormément, d'ailleurs avec qui je suis toujours en contact. Et, euh, et en fait, on a eu des modifications dans l'organisation de l'entreprise. Avant, j'étais rattachée au commercial avec qui ça se passait plutôt bien. Et après, je suis passée du coup vraiment sur le pôle marketing avec une personne avec qui, dès le démarrage, j'ai senti qu'on était vraiment, vraiment à l'opposé en termes de valeurs, en termes d'éthique, de pas mal de choses. Et dès son arrivée en fait dans l'entreprise, je me suis dit que bah, de toute façon, j'allais pas faire long feu parce que soit j'allais partir, soit on allait me demander de partir un jour ou l'autre parce que l'entente n'allait pas pouvoir se faire en fait. Donc à cette époque-là, je me suis dit il va falloir faire quelque chose. Donc sur le coup, je me suis dit ok, bon bah je vais essayer de trouver d'autres entreprises, mais j'avais quand même pas mal, j'avais 5 ans d'expérience professionnelle et je sentais très bien honnêtement que les entreprises pour lesquelles j'avais travaillé jusqu'à présent, ça me correspondait pas. Donc au début, je m'étais dit peut-être qu'il faut que j'aille vers des entreprises à taille plus humaine, vers des entreprises plus petites, des choses qui vont me permettre aussi de trouver ma place. Et puis au milieu de tout ça, je pratiquais du coup plutôt assidûment quand même le yoga. J'étais assez investie dans ma pratique, surtout à l'époque la pratique du Kundalini, qui est une pratique qui m'a vraiment, vraiment changée, bouleversée et qui m'a guidée surtout. Ça a été au-delà d'un... Souvent on me demande à cette époque, c'était qui ton enseignant? J'avais plein d'enseignantes, mais en fait c'était la pratique mon enseignant et c'est ce que j'essaye aussi, je fais une petite parenthèse, mais c'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves, c'est que justement en fait on s'en fiche un peu du prof. On s'en fiche un peu de moi. Alors, c'est pas très vendeur ce que je raconte, mais en vrai, c'est pas le... Bien sûr qu'on a besoin de créer du lien. Bien sûr qu'il y a des profs qu'on adore et c'est super, mais il faut jamais perdre de vue, en fait, que nous, en tant que professeurs, ce qu'on transmet, c'est une pratique, surtout. Une pratique qui nous est des fois très personnelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'attachement et du lien qui se crée autour d'un professeur. Mais en fait, c'est surtout des pratiques qui nous guident. Donc, vraiment, le Kundalini a été pour moi un enseignant et un guide spirituel pendant de nombreuses années et continue de l'être. Et donc, j'avais ce yoga qui prenait beaucoup de place et qui me poussait finalement à m'intéresser à l'énergétique, à la spiritualité, et finalement, qui me poussait à me poser cette question, de quoi j'ai besoin pour être heureuse? Qu'est-ce qui m'épanouit? Avec quoi je suis alignée et dans quelles circonstances je me sens authentique et dans quelles circonstances je me sens pas authentique. Donc j'étais vraiment dans un cheminement hyper... mon père à l'époque me disait tu te poses trop de questions. Moi je lui disais c'est le jour où je ne m'en poserai plus qu'il faudra s'inquiéter. Et je me posais énormément de questions et en fait je lisais pas mal de livres à cette époque-là et j'étais tombée sur un des livres des enseignements d'Ama, cette femme indienne extrêmement sage qui fait des étreintes, donc qui prend les gens dans ses bras. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer parce qu'elle est venue en France à cette époque-là, où j'étais un petit peu finalement en train de me poser des questions sur qui suis-je, où est-ce que je vais, etc. Et en fait, ça a été un vrai éveil spirituel, cette rencontre. Tous les cours de yoga que j'avais pu faire auparavant, toutes les méditations, toutes les réflexions, qu'elles soient intérieures comme extérieures, ça avait nourri un chemin. Mais c'est vraiment cette rencontre qui a, on va dire, causé en moi un profond chamboulement. Un chamboulement hyper positif, pas agréable, ça c'est sûr, mais hyper positif. Parce que à son contact, en fait, c'est comme si elle m'avait un petit peu remise sur mon chemin, le mien, pas celui des autres. Et je dis toujours à Ma, quand elle vous prend, et il y en a peut-être qui nous écoutent ici, qui ont fait l'expérience, d'autres pas, et qui la feront sûrement un jour. Et bon, là, c'est un peu compliqué, mais
un jour, nous pourrons tous aller voir Ama, et c'est quelque chose d'ailleurs qui me tient à cœur, mais c'est au-delà de, c'est pas une femme qui vous prend, voilà, qui vous fait un hug, quoi. C'est vraiment l'univers qui vous étreint dans ses bras, et il y a un abandon total. Il y a une espèce d'absolution où toutes les choses peut-être qui nous ont fait souffrir, ou alors toutes les fois où nous on a fait souffrir aussi, parce que parfois on est autant, voilà, cette victime que cet agresseur. Personne n'est parfait. Ça nous lave, en fait. C'est vraiment cette image dans la religion du baptême. Ça nous lave vraiment. Et on ressort de là beaucoup plus pur. Et dès lors qu'on est plus pur, ben, on voit les choses avec un nouveau regard. Et c'est ce qu'Ama, elle a fait finalement avec moi. Alors, il y a certaines personnes qui raconteront que leur expérience avec Ama ne leur a pas du tout apporté ça. D'autres qui pourront relater des faits assez similaires. Je pense que c'est juste des fois le bon moment pour nous. On est prêt à recevoir quelque chose. Et je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'était le bon moment. Et quand je suis ressortie de cette étreinte, qui dure vraiment très peu de temps, mais qui me donne l'impression d'avoir duré finalement la moitié de ma vie, et j'ai toujours cette sensation d'être dans ses bras d'ailleurs, j'avais un mot qui était vraiment très présent en moi, qui était le mot servir. Et du coup, je m'étais dit, il va falloir que je serve d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Alors, c'était très flou et très vaste. Et mal barré avec ce mot au final. Et en fait, très rapidement, à la suite de la rencontre, j'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour prendre du recul, parce que je savais d'avance que ça allait être une rencontre qui allait forcément me pousser à aller vers l'intériorisation. Et en fait, j'ai commencé à me questionner, et je me suis dit, il faut que j'aille vers le service à l'autre, et via des pratiques de bien-être. Et en fait, à l'époque, j'étais totalement dans le rejet de devenir professeur de yoga, et je le raconte beaucoup, parce que je me sentais pas du tout légitime, parce que j'avais encore cette image de, pour être prof de yoga, il faut réussir à faire ces grands écarts, il faut avoir ce bagage de soit ex-danseuse, soit ex-gymnaste, etc. Moi, qu'est-ce que je vais pouvoir véhiculer, etc. Et donc, je ne me sentais absolument pas légitime. Et c'est mon chéri qui m'a poussée, en fait, en me disant, au bout d'un moment, lui, il y connaît rien. Donc, il en parlait d'une jolie manière. Il disait, oui, mais du coup, tu attireras sûrement des élèves qui, justement, sont pas très souples, et tu pourras les aider, parce que toi, tu es quand même, quoi qu'il arrive, tu as fait du chemin. Et puis, il disait, mais en fait, en vrai, on s'en fout un peu, parce qu'en plus, j'étais la première à lui dire qu'on s'en fichait, puisque j'allais tout le temps au yoga et que je me sentais bien quand je revenais d'un cours, alors que j'étais pas souple. Et donc, il m'a vraiment poussée à aller là-dessus. Et j'ai commencé en fait à faire plusieurs formations, jusqu'à arriver à un point où, en fait, où l'entreprise où j'étais m'a proposé naturellement de partir. Donc c'était le fameux coup de pouce. Ça a été une opportunité pour moi, même si sur le coup, encore à l'époque, et c'est un combat de toute une vie pour tout le monde, mon ego a très mal réagi, hein, bien entendu. Quand on vous demande de partir, on aimerait être celle qui dit oui, je veux partir. Donc forcément, sur le coup, il y a eu un petit peu de réticence, un peu de violence. Mais ça a été une opportunité, parce que ça m'a permis en fait aussi de financer cette dernière formation, dont celle de Kundalini, qui est une formation qui coûte très cher, et dont j'avais absolument pas les moyens finalement de faire. Donc une fois de plus, j'avais ce sentiment que tous les feux étaient au vert, et que en fait, il me suffisait d'avancer, d'être dans la confiance. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et depuis, voilà, je trace mon chemin du mieux que je peux, avec le maximum d'humilité, et vraiment avec cette envie d'éveiller les consciences. On va en parler, je pense, dans quelques instants, mais voilà, parce que pour moi, le yoga, c'est bien au-delà d'un asana sur un tapis de yoga, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop intéressant, et je me retrouve pas mal dans ton parcours, surtout déjà le moment où tout s'aligne un peu, genre où on te pousse un petit peu, et où la vie te montre que t'as peut-être raison d'ouvrir tes horizons, et d'ailleurs tiens, la porte est ouverte. C'est ça. Et ouais, et j'ai trop envie de voir Ama aussi. C'est marrant, parce que j'ai fait un baptême ce week-end, et je pensais à ça, en fait. J'essayais de trouver le lien, en fait, entre la spiritualité hindoue, ses expériences avec Ama, etc. Et j'essayais d'observer quelles similitudes il pouvait se passer pendant ce baptême-là. Et ouais, c'est intéressant.
Voilà. Alors dis-moi un petit peu plus, c'est quoi l'art de vivre yogique pour toi, concrètement dans le quotidien? Donc je sais que ça passe notamment par l'alimentation, les relations, la pratique et cetera, donc j'aimerais bien que tu nous dises tout ça. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est de faire en sorte que mon yoga, puisse en fait, être présent à chaque instant dans ma vie. Donc quand on s'intéresse un petit peu aux fondements du yoga, on est dans cette dimension d'union, on est dans cette dimension aussi de respect, d'honorer chaque chose, chaque personne, chaque instant. On est aussi dans cette culture de la non-violence, dans cette culture de l'instant présent. Donc sans même rentrer dans des choses très poussées, ça, c'est un peu le fondement finalement du yoga. Aujourd'hui, on connaît le yoga et tant mieux, hein, je me répète, c'est une bonne chose sous un aspect qui est assez physique, qui est même assez sportif. Mais en fait, c'est surtout une philosophie de vie. Et moi, ce que j'essaye de véhiculer, donc c'est pour moi même au-delà d'une philosophie, c'est un art de vivre. En tant que Français, nous adorons ce mot l'art de vivre. Et l'idée, en fait, c'est de se dire comment je peux amener avec moi dans chaque chose de mon quotidien, eh bien, cette mentalité-là, finalement, yogique, cet art de vivre, cette philosophie et tout ce que j'apprends sur mon tapis, finalement, comment, eh bien, je peux l'utiliser. Donc, bien entendu, ça passe énormément par l'alimentation, dans le fait d'adopter, bien entendu, une alimentation qui est respectueuse de la planète et de ses habitants. Donc, après, chacun va l'interpréter à sa manière. Et c'est ça aussi qui est très beau avec le yoga. C'est que c'est pas comme une religion, par exemple. C'est pas des choses très strictes à respecter, c'est une interprétation finalement et c'est un chemin de vie. Donc pour certaines personnes, respecter la planète, ça va être végétarien. Ça va être végétarien. Ou pour d'autres, ça sera être vegan. Pour d'autres, ça sera consommer local. Pour d'autres, ça sera tout ça à la fois. Pour certaines personnes, ça sera peut-être se contenter de peu de choses. Pour d'autres, ça sera peut-être être un petit peu plus dans l'abondance et cultiver son propre jardin, des choses comme ça. Mais ça passe déjà, donc c'est sûr, par l'alimentation. Ça passe aussi, bien entendu, par cette idée d'écologie personnelle, donc se respecter soi en s'entourant de personnes bienveillantes. Pas forcément toujours gentil dans le sens où c'est bien aussi d'être entouré de personnes qui nous challenge, qui nous poussent dans nos retranchements. Il faut pas chercher la facilité toujours. Il y a des personnes qui vont nous mettre dans des situations où on va être inconfortable, mais elles le font avec vraiment finalement amour et bienveillance, même si ça reste challengeant. Donc c'est adopter cette écologie personnelle autour des personnes qui nous entourent et le faire vis-à-vis de ceux aussi qui nous entourent. Donc être cette personne bienveillante dans la manière dont on parle, la manière dont on échange, que ce soit personnellement ou professionnellement, bien entendu, dans son couple ou au sein de sa famille, avec ses enfants si on en a. Et puis après, ça englobe vraiment tout finalement. Donc on peut pousser les choses petit à petit et moi ce que je trouve important c'est de se dire que c'est vraiment un chemin. Donc on commence par les choses qui nous tiennent le plus à cœur, on ne peut pas mener tous les combats, ça c'est une réalité, mais on va commencer en se disant ok, moi j'ai envie que mon alimentation soit plus respectueuse pour mon corps, pour manger des choses qui respectent la planète mais qui respectent aussi mes besoins. Donc on va peut-être rentrer dans cet art de vivre yogique par ce biais-là, où on va rentrer par un biais peut-être plus physique justement avec les asanas. Mais il y a une chose que je répète constamment, c'est qu'à mes yeux, il y a des millions de personnes sur Terre qui sont beaucoup plus dans la philosophie yogique et qui ne pratiquent pas du tout d'asana, qui ne sont pas inscrits dans des studios de yoga, mais qui sont vraiment dans cette philosophie-là. Donc, en fait, il faut pas se dire le yoga c'est pas fait pour moi parce que justement je suis pas souple ou parce que moi les activités physiques ça me plaît pas. Il y a mille et une manières de pratiquer le yoga en fait puisque c'est un art de vivre qu'on peut venir finalement poser dans toutes les sphères de notre vie. Et puis c'est surtout
je trouve au final une manière voilà, de ramener de la conscience, cet art de vivre yogique, ramener de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on consomme aussi, et être dans quelque chose qui est juste, équilibré et harmonieux pour soi, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est important pour les personnes qui nous entourent, parce que bien sûr qu'il faut penser à soi, bien sûr qu'il faut être dans cet amour de soi, mais s'aimer soi-même, penser à soi si derrière le monde va mal et que les personnes autour de nous sont malheureux, on sera tout seul à être heureux et en fait super, mais on n'ira nulle part quoi. Donc il faut aussi se sentir un peu tous et bien dans cette même mission de faire à sa manière le bien. Et je dis toujours, on n'a pas besoin de révolutionner le monde. Hein. Déjà, essayer de faire le bien dans son village, entre guillemets, c'est une très belle première étape. Mais vraiment, voilà, pour résumer, l'art de vivre yogique, c'est vraiment essayer de prendre toutes les valeurs du yoga et de les mettre eh bien, dans sa vie quotidienne, dans chaque chose. Et voilà, que ce soit son travail, ses relations, sa manière de consommer, voilà, sa manière d'être, en fait, tout simplement. C'est vraiment une incarnation qu'on essaye de venir prendre. Ok. Et du coup, juste par rapport à l'alimentation, t'es végétarienne, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait du coup maintenant 4 ans que je suis végétarienne, comme ça. Et ça a été voilà un choix évident à un moment dans aussi mes formations, dans mon cheminement. Mais je suis quelqu'un qui, par exemple, dans les retraites, ça arrive très souvent qu'il y ait des personnes qui ne sont pas végétariennes. Je ne cultive pas de jugement et j'essaye peut-être de guider vers quelque chose qui me semble pour moi important, qui est le végétarisme. Mais personne n'est parfait et tout le monde chemine à sa manière. Et peut-être que moi, je suis en avance sur certains sujets, par exemple sur le fait de ne pas manger de viande, mais sur d'autres, je suis bien à la bourre. Donc, il faut garder voilà cette humilité en se disant, on est toujours en avance par rapport à certaines personnes et on est très en retard par rapport à d'autres sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que voilà, le végétarisme, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne reviendrai jamais, je le sais. Et d'ailleurs, ça a été souvent la question pendant ma grossesse, puisqu'on enregistre ce podcast, je vais bientôt accoucher, dans quelques semaines, quelques jours même maintenant. Et en fait, j'avais beaucoup de personnes, surtout de ma famille, qui ne sont pas végétariens et qui me disaient mais du coup tu t'as pas envie de manger de la viande mais en fait même pas, parce que je le ressens pas comme une frustration. Donc si je le ressentais comme une frustration, peut-être que pendant la grossesse où on est un peu fatigué, on est un peu à fleur de peau, on a envie de céder entre guillemets à certaines pulsions. Bon, clairement moi c'est le chocolat, mais le fait de manger voilà les animaux, c'est pas une question voilà de c'est un vrai engagement, en fait, quelque chose qui me tient à cœur. Et surtout enceinte, c'est encore plus important pour moi parce que cette conviction, elle me tient à cœur et j'ai envie surtout d'embarquer mon fils là-dedans et de lui montrer qu'on peut être en pleine santé sans manger les animaux. Et c'est ma petite victoire personnelle parce que on a souvent cette image du végétarien pâle, amaigri, pas forcément plein de vitalité, etc. Et moi, je suis enceinte d'un bébé qui est trop gros justement aux yeux de la médecine, donc ça prouve bien comme quoi on peut être végétarien et être dans cette abondance et dans cette voilà, dans cette richesse finalement aussi, parce que tout ce qui passe à l'intérieur aujourd'hui de mon corps, j'essaye de faire en sorte que ce soit de bonnes choses. Et la preuve, ce bébé, il s'en est nourri pendant ces 9 mois avec grand plaisir, a priori. Donc ça prouve bien que voilà, qu'on peut être végétarien et pour autant être être dans cette gourmandise, être dans ce plaisir et être voilà, comme je disais, dans cette prospérité un petit peu de l'alimentation, quoi. Ouais, je te rejoins sur le fait que quand on choisit vraiment par exemple le végétarisme. Moi aussi je suis végétarienne depuis 6 mois maintenant et moi je tends plutôt au véganisme. Enfin, j'essaye
d'avoir une alimentation végétale au plus haut taux possible. Même si voilà, j'ai un peu lâché la bride parce que voilà, plein de choses dans ma vie qui font que pour l'instant, je me laisse un petit peu tranquille. Mais par rapport en tout cas à la viande et au poisson, je ressens vraiment ce truc de ça ne me tente vraiment plus du tout parce que je pense que quand tu as trouvé les bonnes raisons C'est ça. et que voilà, ça a marché dans ton quotidien, voilà, il y a pas de retour en arrière, quoi. Bah, c'est le faire pour les bonnes raisons et être, voilà, justement, essayer, une fois de plus, c'est mettre de la conscience. Si je dis, ah, je vais devenir végétarien parce que j'ai l'impression que c'est le truc qu'il faut faire, et que et que la seule truc, c'est, voilà, c'est il faut le faire, bah, forcément, on abandonne vite. Moi, sur le fait enfin, sur le véganisme, je consomme pas de matière, on va dire, animale. Donc, tout ce qui va être cuir, laine, des choses comme ça. C'est parce que voilà, c'est mon choix. Par contre, je consomme des laitages et des œufs. Donc, en fait, après, on crée aussi ses propres codes. Pendant un temps, j'ai tenté d'adopter vraiment une alimentation aussi végane. J'ai senti que ça me correspondait pas. Ça veut pas dire que ça me correspondra jamais. En plus, c'est vrai que dans le yoga, en tout cas dans la philosophie, même voilà, on dit que c'est bien de manger des laitages. Donc, c'est vrai que en tant que prof de yoga, si je suis cette logique, je tends plutôt du coup à en consommer. Mais en vrai, on s'en fiche de ça. Mais j'ai construit voilà mon propre chemin. C'est je vais pas m'acheter des chaussures en cuir. En plus, j'ai bossé pendant des années au milieu du cuir. Donc maintenant, on est ras-le-bol. Il y a plein d'alternatives. Mais par contre, voilà, je continue de consommer des laitages. Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver ce juste équilibre, cultiver moi ce que j'appelle la voie du milieu et faire les choses en son âme et conscience pour que ça marche. Mais ça, c'est valable pour tout. Ça ne marche jamais si on se force à faire les choses et si on les fait parce qu'il faut le faire, parce que c'est mieux. C'est pas possible. Donc, il faut trouver ses propres arguments et une fois qu'on les a trouvés, rien ni personne ne peut nous détourner de notre chemin. Ça, c'est une certitude. Ouais, le message que je voulais faire passer, c'est de choisir ses propres codes et ne pas se dire « Ah bah non, je peux pas me coller cette étiquette-là. Je sais que je peux pas devenir végane, donc je fais rien parce que sinon je vais être ridicule si j'arrive pas à rentrer dans le moule, quoi. » Bien sûr. Puis cultiver ces petits pas, commencer... voilà, c'est le fil qu'on tisse et un pas après l'autre. Et moi, ça a commencé par je mange plus de viande, puis après j'ai rajouté le poisson. Après, je me suis dit j'arrête d'acheter des chaussures en cuir, j'en ai pas besoin, il y a plein d'alternatives. J'arrête d'acheter des sacs en cuir. Puis après, sur un hiver, je me suis dit tiens, et si en fait j'achetais pas de pull en laine, peut-être que je pourrais trouver autre chose, et ainsi de suite, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi se faire confiance dans cette idée de nouvelles habitudes. Et c'est rigolo parce que l'application fabuleuse pour laquelle je bosse, ils parlent beaucoup de ça. Ils disent en fait, le succès d'une nouvelle habitude viendra dans le fait que vous ferez un petit pas après l'autre, parce que sinon la montagne elle est si grande qu'on se décourage en fait. Donc et puis on est dans une culture de l'impatience. Moi, je suis une impatiente. Et pourtant, il faut justement cultiver la patience et se souvenir que ce qui est chouette, c'est tout le chemin qu'on va parcourir. On aimerait parfois être déjà au point final, mais honnêtement, tout ce qu'on apprend sur le chemin, moi, je préfère galérer parfois sur mon chemin en sachant que j'arriverai de toute façon au même point final, plutôt que d'arriver directement à ce point-là et pas vivre toutes les expériences et les apprentissages que je vais accumuler le long du chemin. Ok. Sur ton podcast aussi, tu as pas mal parlé de santé physique et mentale. Donc selon toi, comment commencer un peu à prendre sa santé en main et quel est ton rapport avec la santé physique et mentale et la santé au naturel en fait? Alors c'est vrai que c'est un sujet moi qui est très important pour moi et c'est ce pourquoi en fait je pratique quotidiennement le yoga, la méditation sur mon tapis, au-delà du reste, mais de toute façon tout est lié. Alors je j'aime pas coller des étiquettes et puis parce qu'en fait chacun est différent, on est tous uniques et c'est quelque chose
qui ces derniers temps m'a pas mal frappée entre guillemets, c'est ce côté où on veut absolument mettre les gens voilà dans des moules, dans des cases et voilà qu'on soit des catégories entre guillemets de personnes. Mais en tout cas voilà, j'ai une extrême sensibilité. Qui fait que parfois, il y a des choses qui sont un peu plus dures à gérer pour moi émotionnellement. La méditation a été, et là je parle vraiment de méditation, un outil incroyable et continue de l'être et le sera pour le restant de ma vie pour m'aider justement à bien gérer ses émotions. Et c'est vrai que finalement, au travers du yoga, de la méditation et de tout cet art de vivre, on peut ramener bien, plus d'équilibre dans nos vies et prendre soin de sa santé d'une manière extrêmement finalement simple et naturelle. Parce que en vrai, pour pratiquer le yoga, il y a besoin de rien. Alors, il y aura toujours des personnes qui vont dire, ah, mais si, il faut de l'équipement. Non, il n'y a pas besoin d'équipement. Il y a pas. Aujourd'hui, en plus, il y a tout est gratuit. Donc, si on a envie, entre guillemets, s'il y a un frein financier, on dit, bah oui, mais j'ai pas les moyens, par exemple, de me payer des cours dans un studio. Ok, bah, tu prends des vidéos gratuites sur YouTube. Tu veux méditer, tu peux trouver à méditer aussi avec des choses, les ressources. Il y a toujours des ressources gratuites et si on a envie d'aller plus loin, bien entendu, après, on investit aussi en soi. Mais le yoga et l'art de vivre yogique, c'est une manière de prendre soin de soi de manière naturelle et simple. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin en fait de prouver à quel point avoir une activité finalement physique comme le yoga et aussi une activité on va dire émotionnelle comme la méditation par exemple ou l'écriture, ça change en fait totalement une personne. Et moi je le vois depuis que je pratique le yoga et en comparaison à d'autres personnes, je suis quasiment jamais malade, je me sens bien. Alors oui, j'ai des hauts, j'ai des bas et je me culpabilise pas des bas, mais par contre j'ai en moi les ressources pour m'aider à remonter en haut, pour m'aider aussi à relativiser, pour m'aider à cultiver cette neutralité dans tous les moments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société qui peut être parfois extrêmement anxiogène, qui peut être stressante, trop rapide, trop bruyante, et on a besoin en fait de contrebalancer et de faire naître un nouvel équilibre grâce à des pratiques qui sont plus lentes, plus introspectives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intenses. Je me répète, le yoga, la méditation, c'est pas toujours confortable. C'est pas toujours des moments de sérénité totale. C'est aussi des moments où on est avachi sur son tapis, où on n'en peut plus, où on est en train de pleurer, où on se dit c'est horrible, j'y arriverai jamais. C'est ces moments-là aussi, finalement. Mais ça nous aide véritablement à tendre vers cet équilibre. Et Christophe Carrère, donc, qui avait publié son livre Yoga l'année dernière, livre qui avait d'ailleurs fait un petit peu débat. Moi, j'ai adoré ce livre parce qu'il parlait justement de sa santé mentale et à quel point lui, c'était compliqué. Il est bipolaire, dépressif forcément aussi. Et il montrait que c'était un outil, mais ça ne va pas le guérir parce que sa maladie, elle sera toujours là, mais ça va l'aider à mieux la vivre. Et moi, j'essaye d'accompagner aussi pas mal de femmes sur des thématiques comme l'endométriose, comme l'infertilité. Je n'ai absolument pas et j'aurais jamais, et si certaines personnes vous font croire qu'elles peuvent le faire, fuyez. Je vais pas soigner avec mon yoga, mais je vais aider à rendre ce parcours, à rendre cette vie plus harmonieuse, à trouver des ressources, à trouver des outils qui vont finalement nous permettre de nous apaiser au milieu de tout ça. Je suis toujours hypersensible et je le serai toute ma vie. Je vais pas dire ah bah j'ai fait du yoga, ça y est, je suis plus hypersensible et tout va bien dans la vie. Non, je serai toujours hypersensible, mais par contre, maintenant, quand il y a des émotions, j'ai des ressources pour m'aider à mieux les gérer, même si j'aime pas ce mot, et pour m'aider surtout à rebondir peut-être quand je vais être dans un état un petit peu noir, un petit peu pas très bien, etc. Donc, et qu'on mette des mots derrière certaines pathologies ou autres, ça c'est la même chose. On a tous besoin de toute façon d'accepter cette vague de la vie et on a tous besoin d'avoir en nous des ressources qui nous permettent de ne pas rester figés, cristallisés dans des situations qui ne nous conviennent pas au final. Ouais, je conseille vraiment à tout le monde de tester la méditation si certaines personnes qui nous écoutent ont conscience qu'elles ont un petit peu pas des problèmes, mais ni des sursensibilités, mais qu'elles sont qu'elles voudraient travailler sur leur sensibilité émotionnelle parce que
voilà, je commence vraiment à avoir une pratique où je me sens en état méditatif. J'apprécie vraiment de méditer, ce qui est pas forcément évident au début. Complètement. Et je sens vraiment que ça m'aide. Et quand je me sens vraiment dans mes feelings et que je me dis, ok, la Louise hystérique arrive, j'arrive à me réancrer. Voilà, je pense à une copine en particulier qui a tout le temps des mood swings en ce moment et j'ai vraiment envie de la pousser à méditer. Donc j'invite tout le monde à faire ça Bah, pour sa santé. c'est génial et la méditation, c'est quelque chose de simple à mettre en place qui nécessite pas grand-chose. Et moi, je dis toujours aux élèves qui pratiquent avec moi, si vous devez garder une chose, gardez la méditation. L'asana de yoga est là pour préparer à l'état méditatif. Euh, il est là pour préparer à l'état méditatif, mais la finalité reste la méditation. Donc, les asanas, les postures ou du sport, de l'activité, du mouvement nous préparent, mais il faut pas oublier que ce point final dans le yoga, c'est la méditation. Et comme pour tout, il y a des personnes qui vont avoir essayé une fois, qui vont dire ah c'est pas fait pour moi, je pensais à plein de trucs. Alors moi je dis toujours quand tu penses, déjà c'est bon signe parce que de toute façon si tu ne penses plus, ça veut dire que tu n'es plus en vie. Donc commence à te faire du souci. La méditation c'est autre chose, c'est la suspension de la pensée, c'est justement prendre ce recul par rapport à la pensée, ce n'est pas la supprimer, c'est pas l'éliminer. Et en fait, c'est comme pour tout. Enfin, je veux dire, si demain vous dites ah j'ai jamais couru de ma vie, je vais courir le marathon, bah non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Il va falloir que tu t'entraînes. Bah, avec la méditation, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a cette sensation que c'est facile entre guillemets parce qu'il suffit d'être assis que ça nécessite. Enfin, qu'il n'y a pas d'entraînement en fait. C'est vraiment, il faut de l'entraînement et tu viens de le dire. Tu commences à savourer maintenant vraiment les effets de la méditation. Il faut du temps et puis surtout, une fois de plus, c'est un mot que je vais pas mal répéter, il faut de l'humilité parce qu'il y a des jours où ça foire complètement, on n'est pas du tout dedans, mais c'est la vie en fait. Il y a des jours où la vie, elle foire aussi carrément, où on n'est pas dedans, mais il y a le lendemain pour rattraper et pour faire en sorte que ça soit un peu plus brillant, quoi. C'est ça. Moi, je suis contente parce que maintenant, quand ma méditation guidée se termine, je reste en position et je suis là. Ah non, là, je suis bien, je continue. Exactement. Tu conseilles de méditer du coup avant le yoga ou après? Alors après, puisque vraiment, en fait, il faut vraiment se dire que quand on fait par exemple une vidéo de yoga avec une prof qu'on aime bien, que ce soit voilà, en ligne ou ailleurs ou en studio, ça va préparer le corps parce que ça va faire bouger nos énergies. Ça peut être pour certaines personnes, et moi j'encourage beaucoup là-dedans. Alors, moi j'aime beaucoup le sport aussi, hein. J'aime l'activité physique de manière générale. Même quand on court, même quand on va faire, je sais pas, enfin n'importe quelle pratique physique, on devrait s'offrir ce moment de méditation. Donc c'est hyper important de se souvenir que quand on fait une activité physique, on fait bouger nos énergies à l'intérieur de nous. Et après, une fois qu'on a créé ce grand remous, il faut tout ramener, tout recentraliser pour permettre aussi à notre conscience d'intégrer des informations qui étaient dans l'inconscient parce que n'importe quelle personne, même des personnes qui vont courir par exemple, on va tous dire la même chose quand on prend du plaisir dans l'activité physique, c'est ça me vide la tête, je pensais à rien d'autre. Mais c'est bien de terminer avec cet instant méditatif parce que la méditation est un instant d'intégration. Donc, il faut laisser du temps au corps, à l'âme et à l'esprit pour intégrer ce qui aura été bougé finalement. Donc, pratiquer le yoga sans méditer, j'essaye de trouver une métaphore parce que j'aime bien trouver une métaphore. Ce serait voilà, comme aller au cinéma sans prendre le popcorn, quoi. En fait, c'est pas possible. En fait, alors, on peut le faire, bien sûr qu'on peut pratiquer juste pour pratiquer. Mais si on veut bénéficier finalement de 100% de ce qu'on va faire sur notre tapis pendant une demi-heure, une heure ou autre, il faut méditer, ne serait-ce que quelques minutes, juste se poser, mais il faut s'offrir ce temps-là. Et on le voit parce qu'on va faire un cours, hop, après, si c'est en ligne, on ferme l'ordi et puis on repart à sa vie. Non, on s'assoit, on prend un moment, on respire avec soi, on est là, on est présent, on est dans cet instant, on savoure aussi. Et c'est pour ça, voilà, il faut toujours méditer après, du coup, sa pratique physique parce que tout est prêt à accueillir la méditation, quoi.
C'est pour ça que dans la plupart des cours, il y a le Shavasana qui est inclus à la fin. La Exactement. plupart des cours et c'est d'ailleurs quand j'en fais un sur YouTube où il y a pas ça, Ça ce te moment de retour au calme de la position, du happy baby avec le Shavasana, je me sens un peu frustrée. Mais mmh. par contre, du coup, bah, quand je fais un cours de yoga avec un Shavasana à la fin, bah, une fois que le Shavasana est fini, tu vois, j'ai pas envie de reméditer, tu vois. Mmh. Moi, ma routine le matin, c'est plus 10-15 minutes de méditation, ensuite un Mmh. cours de yoga assez dynamique avec un slow Mmh. down à la fin. Mmh. Après, voilà, c'est ce qu'on disait, chacun est différent. Si on va dans la tradition du yoga, c'est l'asana, Mm. enfin même le pranayama, l'asana, le shavasana et la méditation après. Ok. Donc, mais après, il existe aussi plein de branches. Par exemple, en Kundalini Yoga, ça se passe toujours comme ça. On revient à la méditation, mais ce sont des méditations qui sont plutôt dynamiques, en fait, avec des mantras, avec des mouvements, etc. Mm. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver finalement ce qui nous alimente. Moi, par exemple, ça m'arrive très souvent, en effet, en fin de journée, par exemple, je vais pratiquer le matin. Je vais me prendre mon moment méditatif, etc., peut-être en Shavasana, et puis je vais reméditer en fin de journée. Mais j'aurai quand même bougé mon corps dans la journée. En fait, c'est aussi un conseil pour les personnes qui débutent la méditation. Quand l'avantage de faire une activité physique avant, c'est qu'au moins après, quand on doit venir se mettre dans l'état méditatif, on a fait un peu bouger les choses, on s'est un peu défoulé, entre guillemets. Mm. Mais après, voilà, il y a il y a la tradition, donc dans l'ordre où on fait les choses. Et puis après, il y a nos traditions à nous, nos rituels à nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de règles. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie juste de véhiculer, c'est qu'après une pratique, quelle qu'elle soit physique, il vous faut un temps d'intégration, allongé, assis, peu importe, mais juste 3 minutes d'intégration pour intégrer ce qui vient de se faire. Et la même chose, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui courent, moi je trouve ça génial, après avoir couru, juste de se poser un moment. Ça peut être un instant contemplatif aussi. Il y a plein de personnes qui font ça inconsciemment. Elles courent, elles arrivent en haut de la côte, et puis elles s'arrêtent. Et puis pendant 3 minutes, elles ont le regard qui se perd à l'horizon et elles savourent le moment présent. C'est de la méditation en fait. Donc juste s'offrir cette suspension du temps, juste Mm. quelques minutes, quoi. Mm. Trop intéressant. Bon, j'espère que mon micro fonctionne bien, enfin dans sa tâche d'isolation, parce qu'il y a quelqu'un qui chante à ma fenêtre, donc je sais pas si vous entendez. Sinon, bon bah profitez de la musique en même temps. Voilà, on va passer quand même à la prochaine question. Alors, dis-moi, parmi tes casquettes, donc tu es yogic therapist. Oui. En quoi consiste du coup ce job et bah, dis-nous un peu comment tu as construit cet accompagnement, avec quels outils et pourquoi tu as choisi ces outils-là. Alors en fait, c'est parti de plusieurs choses. Premièrement, donc j'ai commencé en tant qu'enseignante classique, dirons-nous, où je donnais des cours dans des studios de manière collective. Et puis, j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir à la fin de mes cours pour me demander des conseils, mais du coup très individuels, en me disant est-ce que tu aurais un mantra, est-ce que tu aurais un mudra, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mal là, ou j'ai du mal à gérer ci, j'ai du mal à gérer ça, ta. Donc à chaque fois, je donnais des petits outils, mais finalement, c'était pas toujours très précis parce que bah, c'est à la fin d'un cours, c'est un petit peu rapide, la personne n'est pas vraiment sûre d'avoir compris. Donc du coup, j'ai mis en place des accompagnements individuels pour justement mettre en place des rituels yogiques permettant d'intégrer comme je disais, donc des mudras, des mantras, des exercices de respiration, des méditations, des mouvements aussi, sur du coup une thématique qui nous est propre. Donc, je propose pas mal d'accompagnements différents. Ils ont tous le même objectif, donc ils sont plus ou moins denses et donc, comme on peut s'en douter, les tarifs sont un peu différents. Mais c'est vraiment cette idée d'accompagner sur des choses qui sont spécifiques et qui sont pas que physiques. C'est pas forcément typiquement j'ai du mal à tomber enceinte.
Le yoga peut aider, ça c'est une certitude, je l'ai un petit peu dit, mais c'est pas que des choses qui sont physiques, ça peut être aussi, voilà, j'ai perdu quelqu'un récemment et je n'arrive pas à faire le deuil, ou j'aimerais me reconnecter à ma créativité. Donc ça peut être des choses aussi beaucoup plus énergétiques, spirituelles, ça peut être aussi lié, et je travaille beaucoup autour du trauma lié à la violence, qu'elle soit physique ou sexuelle. J'ai beaucoup d'élèves qui me sollicitent par rapport à ça, et donc on chemine ensemble beaucoup autour de la notion de trauma. Parce que le fait de mettre un rituel en place aide énormément finalement à intégrer, à comprendre, à se réaligner finalement avec cette réalité qui de toute façon sera la nôtre. On ne pourra pas changer ce qui s'est passé. Et donc on aborde des thématiques qui sont toujours différentes, mais avec la volonté surtout de mettre en place un rituel quotidien. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas évoluer si on ne s'engage pas avec soi-même. Donc, il faut quand même mettre des choses en place. Croire qu'on peut avancer sur un sujet en ne faisant strictement rien, ça serait mentir totalement. Donc, il y a cette volonté de mettre en place des rituels simples avec un exercice de respiration, un mudra, un mantra, une méditation de 11 minutes, quelque chose qui tient finalement en un quart d'heure, maximum une demi-heure, et qu'on peut faire tous les jours et dans lequel on peut venir s'ancrer. Donc j'accompagne énormément là-dessus, et il y a une autre casquette que j'ai et que j'utilise du coup dans mes accompagnements, c'est la numérologie. Donc, je sais qu'on peut en parler. La numérologie tantrique, exactement, parce qu'il existe des numérologies différentes. Et en fait, j'utilise beaucoup la numérologie tantrique justement pour donner des pistes de réflexion personnelle aux gens. Leur donner aussi finalement conscience de qui ils sont réellement, de les reconnecter à leur identité. Et ce qu'il y a de magique avec la numérologie, c'est très mathématique, hein, je ne suis pas une magicienne, c'est des chiffres. Bon, après, il y a un petit peu quand même d'intuition, d'interprétation et de guidance, mais en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'une personne écoute sa numérologie, elle se dit toujours « rien ne m'a étonnée », dans le sens où vraiment, en fait, on me décrit moi tel que je suis, je sens que c'est moi, mais c'est quelque chose d'extrêmement intime, et ça fait du bien d'entendre ces choses-là, d'être rassurée aussi sur certains points. C'est motivant, et j'ai une de mes amies à qui j'ai fait sa numérologie, elle me dit je l'écoute 3 fois par jour parce que ça me donne cette motivation aussi, ça me donne un cap. Et la numérologie tantrique, en tout cas, moi, ça a changé ma vie, et je m'en sers beaucoup dans mes relations, parce que du coup, je calcule des personnes qui m'entourent pour justement pas du tout manipuler ou quoi que ce soit, je rassure, mais pour comprendre les personnes qui m'entourent. Et en fait, ça m'aide à avoir beaucoup plus, je prends l'exemple de mon chéri, à avoir beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis peut-être de certains de ses défauts, entre guillemets, parce que je sais qu'en fait, c'est un challenge pour lui par rapport à son karma. Je sais que c'est écrit dans sa numérologie, et ça aide à accompagner les gens aussi, à les accepter tels qu'ils sont. Et par exemple, dans la parentalité, c'est un outil qui est fantastique. J'ai beaucoup de mamans qui ont fait appel à moi pour faire la numérologie de leur enfant, pour justement avoir des clés pour les élever et non pas les éduquer. Et moi, c'est la même chose avec mon fils. J'ai déjà quelques pistes parce que j'ai quelques informations comme l'année de naissance. C'est la seule info, parce que le reste, vu que je suis un peu à cheval entre juillet et août, ça se trouve. Mais bon, normalement, ça sera quand même juillet. Et en fait, ça me donne des pistes pour l'élever, mais tel qu'il est lui, et pas tel que j'ai envie qu'il soit finalement. Donc, je sais que c'était un sujet que tu avais envie d'aborder, la numérologie tantrique, mais c'est passionnant, et ça prend de plus en plus de place dans ma vie, parce que je me fais aussi de plus en plus confiance dans ce que j'ai à transmettre par cet outil. Ouais, c'est grave intéressant. Du coup, on va en parler maintenant, hein, on va pas attendre, hein. Du coup, est-ce que tu peux juste, c'est quoi le rapport entre le tantra et la numérologie? Déjà, est-ce que tu peux un petit peu dire dans les grandes lignes, hein, ce que c'est que le tantrisme, le tantra? Quel rapport avec la numérologie? Alors en fait, la numérologie tantrique prend appui sur la connaissance des corps énergétiques.
En tantra et dans le tantrisme, on travaille autour des corps énergétiques. Donc, c'est ça le point d'ancrage entre ces deux pratiques-là. Et en fait, la numérologie tantrique, dans le calcul qu'on l'on fait, donc je le précise toujours parce que ça étonne beaucoup de personnes, on n'a même pas besoin du lieu de naissance, on n'a pas besoin de l'heure, on a juste besoin de la date. Juste avec la date, on sort en fait des chiffres, on en sort 5 exactement, 2 qui vont représenter des challenges, un qui va représenter une mission et 2 qui vont représenter des forces. C'est du coup, en fonction de sa date, ça fait ressortir des chiffres sur chaque point que je viens évoquer. Et en fonction du chiffre qui ressort, ça fait écho à un corps énergétique sur lequel soit on doit venir travailler, soit un corps énergétique qui est du coup un don, un talent dont on doit avoir conscience, soit un corps énergétique par lequel on va pouvoir s'épanouir et qui représente notre mission de vie. Donc en fait, la numérologie tantrique, elle est très intéressante parce qu'en fait, derrière, on a des outils concrets à donner. Parce que ça fait appel à des ressources qui sont à l'intérieur de nous. Alors, on est habitué à se dire, OK, bah, j'ai mon âme, j'ai mon corps physique et j'ai mon esprit, quoi, mon mental. En fait, c'est beaucoup plus vaste. Il y a ces 10 corps énergétiques qu'on retrouve voilà, dans le tantrisme. Et c'est finalement par le biais de ces corps-là qu'on peut réussir finalement à comprendre notre totalité, notre complexité. Et il y a des points sur lesquels on va venir travailler plus que d'autres, du coup, pour s'épanouir et pour comprendre un peu. En fait, la numérologie tantrique, c'est un peu le mode d'emploi de qui nous sommes réellement et c'est le mode d'emploi de notre identité. Comment on veut fonctionner correctement si on n'a pas le mode d'emploi? Je refais une petite métaphore. C'est comme vouloir monter un meuble Ikea sans le mode d'emploi, ça ne marche pas. Ou on va mettre beaucoup plus de temps. Là, on nous donne le mode d'emploi et en fait, c'est génial. Et il y a des personnes des fois qui s'inquiètent en me disant oui, mais est-ce que du coup, je vais pas anticiper des choses? Non, parce que tout est déjà de toute façon à l'intérieur de nous. Alors, c'est pareil, c'est pas très vendeur, mais on n'apprend rien en vrai dans la numérologie parce que c'est déjà en nous. C'est pas une révélation, mais entendre les choses telles qu'elles sont réellement, par contre, ça éveille complètement notre conscience. On se dit, ah mais oui, en fait, c'est ça ce sur quoi je dois travailler, il faut que je sois vigilante sur ça. Ça donne un cap et une direction. Et les corps énergétiques, donc il y en a 10. Il y en a même un 11e qui regroupe tout. Et donc, en fonction de ce qui ressort, moi, je donne des outils qui sont du coup adaptés. Et souvent, surtout, ce que je fais, c'est que je donne le premier accompagnement que je propose, c'est numérologie et méditation. Donc, je fais la numérologie en fonction de ce qui ressort dans la numérologie. Je prescris une méditation de 11 minutes, qui est une méditation avec un mantra à venir chanter. Et pour venir travailler sur justement eh bien, un de ces challenges, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut revenir du coup un peu sur la Kundalini? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est quoi l'énergie de la Kundalini? Et alors moi, du coup, j'ai testé pour la première fois et je n'avais jamais entendu parler de ça de toute ma vie. De 7 ans que je fais du yoga plus ou moins sérieusement et régulièrement. J'avais jamais entendu parler. Et donc, j'étais en Guadeloupe, je faisais un woofing, je travaillais dans un lodge qui organisait des retraites de yoga. Et il y avait une retraite de Kundalini où j'ai été invitée, du coup. Très bien. Et du coup, on m'a dit, tu vas voir, c'est chelou. Ça, il y a un rapport avec l'énergie sexuelle et tout. J'étais là, genre, voilà, ça va être bizarre, tout ça. Et puis, donc, effectivement, la pratique en soi du Kundalini, c'est un peu déroutant au début. Parce que, du coup, c'est pas... moi, je fais du vinyasa flow, tu vois, donc... rien à voir. J'ai trouvé que c'était quand même déjà assez difficile et pas forcément un truc agréable, quoi. C'est un peu douloureux, c'est très bam bam bam. Et mais par contre, c'est sûr que après une séance, ouais, l'énergie elle circule, quoi. Ça c'est sûr. Donc bref, j'arrête de m'étaler, explique-nous un petit peu plus ce que c'est. Alors du coup, c'est important donc de faire la différence déjà entre l'énergie de la Kundalini et le Kundalini Yoga. En fait, la Kundalini, c'est une énergie vitale qu'on a tous à l'intérieur de nous.
une énergie qui est située au niveau de notre sacrum et qui est endormie. On la symbolise d'ailleurs dans la tradition yogique par un serpent qui est endormi et enroulé 3 fois et demi autour de lui-même. Ce serpent, il dort et au travers de certaines expériences, il peut être amené, donc c'est une image, à s'éveiller le long de la colonne vertébrale et en traversant du coup nos 7 chakras. C'est une énergie qui s'éveille en vinyasa, en hatha, lors de méditation, lors de pratiques énergétiques comme du tai chi, des arts martiaux, dès lors qu'il y a de la conscience quand même un petit peu, on peut l'éveiller, pas forcément, uniquement dans un cours de Kundalini Yoga. Cette énergie, donc qui est une énergie vitale, est une énergie du coup qui nourrit nos centres énergétiques, qui nous nourrit, c'est un peu la nourriture de nos corps énergétiques, de nos centres énergétiques, et qui conduit à un éveil spirituel, et qui conduit finalement surtout à un mieux-être, mais qui n'est pas éternel, dans le sens où c'est pas parce qu'un jour on sent qu'il y a la circulation de l'énergie en nous, ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, qu'on va rester toute notre vie dans cet état-là. En fait, elle redescend quasiment aussi vite qu'elle ne monte. Donc, ça s'entretient avec une pratique récurrente, mais de tous les yogas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est que quand je fais du Hatha Yoga, je travaille sur ma Kundalini. Quand je fais de la méditation, je travaille sur ma Kundalini. Et cette énergie vitale, c'est aussi et surtout une énergie sexuelle. Le mot sexuel, aujourd'hui, nous, dans notre société, est vu comme un rapport sexuel. La sexualité, c'est un acte de création, en fait. Donc, l'énergie sexuelle pourrait être remplacée par le mot énergie créative. C'est une énergie qui a pour objectif de nous aider à créer des choses. C'est une énergie de manifestation, en fait. Et quand on parle de sexualité, forcément, on parle de manifestation, on parle de création, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la sexualité, et tant mieux, et il faut que ça le soit, est vue dans un objectif de plaisir. Il faut que ça soit dans une notion de plaisir. Mais si on reprend un petit peu ce pourquoi il y a un acte sexuel, normalement, c'est parce que nous sommes des animaux pour se reproduire et créer la vie, en fait. D'accord ? Il faut garder et cultiver ce plaisir-là et se souvenir qu'en fait, énergétiquement, l'acte sexuel, c'est une des manières d'éveiller la Kundalini et donc d'être dans cet état de bien-être. Donc, ce sont des choses qui se ressemblent, en fait, qui ne sont pas du tout contradictoires, qui s'alimentent les unes les autres. Et on appelle le Kundalini Yoga parce que c'est la pratique qui permet le plus rapidement de parvenir à cet éveil de l'énergie de la Kundalini. On dit quand il faut 10 ans en Hatha Yoga, il faut 1 an en Kundalini pour obtenir, entre guillemets, ces effets énergétiques. Donc, on le voit très bien, et tu l'as dit toi-même, c'est une pratique qui chamboule et qui... ça bouge, ça remue, parce que justement on veut que ça monte, on veut qu'il se passe quelque chose. Donc on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie yang, on est dans cette manifestation. Par contre, moi je tiens à préciser quand même qu'il y a plein d'écoles de Kundalini Yoga, plein de manières de l'enseigner, des manières plus ou moins fortes que d'autres. C'est pas parce que on n'est pas dans quelque chose de très bam 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 comme tu disais qu'on n'aura pas des effets, bien au contraire. Moi j'essaye d'adopter une manière d'enseigner le Kundalini Yoga puissante mais très ancrée, que ça soit vraiment une énergie qui monte de la terre et moins une énergie qui vient de cet élément feu. Donc il y a plein de manières de l'enseigner, donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant s'il y a des personnes qui nous écoutent qui disent oh, c'était horrible, j'ai pas pu, etc. Tester avec aussi d'autres enseignants parce que on a parfois une autre manière d'aborder en fait cette énergie-là qui peut du coup parfois mieux nous correspondre. Mais c'est un yoga qui a pour objectif de toute façon de nous mettre dans des situations qui ne sont pas confortables. Mais on peut créer l'inconfort de manière bienveillante. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon Kundalini, c'est l'inconfort bienveillant et essayer de comprendre pourquoi c'est inconfortable.
Qu'est-ce qui, en moi, bloque? Pourquoi? Parce que c'est vrai que des fois, on reste 11 minutes, les bras tendus au-dessus de la tête. C'est un peu Koh-Lanta, le Kundalini, un peu dans les épreuves. En fait, c'est un travail du mental. On travaille sur le système nerveux. On touche à des choses qui sont tellement fragiles dans l'être humain. Mais il y a c'est pas juste parce qu'on est des masos entre guillemets du yoga, c'est parce que on veut donner cette impulsion à cette énergie qui nous nourrit en fait et qui peut nous rendre véritablement heureux et beaucoup plus conscients de ce dont on a besoin. Moi, le Kundalini Yoga a changé ma vie. Il m'a ouvert les yeux sur qui j'étais réellement, sur mon Satnam, ce qu'on appelle donc mon Satnam, c'est mon identité, l'identité de mon âme, pas la personnalité de mon mental. Et ça a été des moments très inconfortables, mais il faut que ça soit des moments inconfortables, mais d'apprentissage. Et pour qu'il y ait de l'apprentissage, il faut forcément aussi qu'il y ait de la bienveillance. Donc, j'invite juste ceux qui ont peut-être eu une expérience un peu trop violente, entre guillemets, à s'intéresser aussi peut-être à d'autres manières d'enseigner, parce que c'est une très belle pratique et qui a beaucoup à offrir, et sur l'aspect méditatif qui est juste passionnant, parce qu'il y a toute la connaissance des mantras dans le Kundalini. On médite avec des mantras et les méditations sont juste fantastiques. C'est magnifique. Et c'est quoi la montée de Kundalini? Parce que j'ai déjà vu, j'ai vu ça pas mal un peu sur les réseaux d'expériences de montée de Kundalini, et il y a pas longtemps aussi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a raconté que son père avait eu une montée de Kundalini alors qu'il ne pratiquait pas du tout le yoga, et qu'il était resté dans un état d'aura folle, un truc vraiment surnaturel pendant plusieurs mois. Est-ce que toi, tu as expérimenté ça? Alors, on l'expérimente forcément, surtout quand on fait un teacher training de Kundalini. On expérimente forcément une montée de Kundalini. Alors déjà, il y a plein d'idées reçues sur la montée de Kundalini. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Machin. Premièrement, ce n'est pas dangereux. C'est ce qu'on cherche en fait en yoga. Il faut avoir cette montée de Kundalini parce que la montée veut dire éveil en fait. Ça veut dire que l'énergie s'éveille. Si on n'a jamais de montée énergétique, ça veut dire en fait que on n'a pas cet apport en fait, cet apport énergétique là. Une chose qui est très vraie dans ce que tu viens de dire, c'est que parfois on peut connaître une montée énergétique alors qu'on ne fait pas de yoga, alors qu'on n'est même pas en train de faire un truc qui énergétiquement nous stimule, mais parce qu'on va aussi peut-être avoir quelque chose qui va nous transcender. Ama, par exemple, moi, ma rencontre avec Ama, je faisais rien, mais c'était typiquement un instant d'éveil énergétique. La montée veut dire que l'énergie, en fait, va du bas vers le haut. Comme je disais, la montée, c'est en fait que l'énergie se déploie le long de la colonne et traverse chacun de nos chakras pour arriver jusqu'au sommet de la tête. Ce qui se passe souvent, par contre, et qui est réel, c'est si justement on fait les choses, là je vais prendre l'exemple du Kundalini Yoga, on fait les choses vraiment hyper intensément, sans y être préparé, sans être accompagné. Et en fait, là, ça fait c'est comme si on se prenait un tsunami en fait énergétique dans la figure. Et on imagine, si on se prend un tsunami énergétique dans la figure, on va pas s'en remettre du jour au lendemain en fait. C'est hyper violent, ce tsunami-là. Par contre, si on est préparé, si on est accompagné, si les choses se font progressivement aussi, eh bien, la montée, elle se fait beaucoup plus doucement et elle se fait de manière beaucoup plus confortable, consciente et éveillée. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans ces pratiques énergétiques qui sont très puissantes, parce qu'en fait, les montées de Kundalini, on peut en vivre dans du yoga, dans des méditations, mais ça se fait de manière très douce, etc. Dès lors qu'on va sur des pratiques un petit peu plus yang, comme le Kundalini Yoga ou d'autres pratiques, eh bien, parfois, ça peut faire sauter le bouchon de champagne. Et là, on est dans ce trop-plein qui ne s'arrête pas et on se dit, mais comment je fais pour arrêter ça? Donc déjà, en Kundalini Yoga, on pratique avec un foulard sur la tête. C'est pas pour le style, c'est pas pour avoir l'air hyper spirituel. C'est tout simplement pour condenser l'énergie, parce qu'en fait, quand l'énergie monte là-haut, si le sommet de la tête, donc au niveau de la fontanelle, n'est pas couvert, en fait, on considère que c'est un canal ouvert par lequel va
l'énergie va s'échapper, donc ça va continuer de monter. Et en fait, l'énergie continue de monter parce qu'elle a la sensation qu'elle ne remplit pas le vide, entre guillemets, parce qu'elle s'échappe. Quand on couvre le sommet de la tête, ça permet d'arrêter en fait cette montée et de faire en sorte après que ça recircule et que ça se fasse de manière assez douce, entre guillemets. Donc ça, c'est des petites choses qu'on apprend quand on est accompagné par un professeur. Après, de manière générale, dans la vie, ces expériences-là, elles arrivent, mais c'est quand même très anecdotique. Voilà, les expériences comme voilà, le père de ton ami, ça peut arriver. Moi, et j'ai eu des fois des personnes qui m'ont contacté sur les réseaux en me disant il est en train de m'arriver ça, qu'est-ce que je peux faire? Et là, moi, je peux conseiller. Comme j'ai dit, couvrir la tête, s'ancrer au maximum, manger des choses qui viennent et qui poussent dans la terre, pommes de terre, navets, carottes, toutes ces choses-là, parce que c'est les aliments de la terre, et donc du coup, ils ramènent l'énergie d'ancrage, travailler autour du premier chakra pour refaire redescendre l'énergie. Donc ça, quand on est accompagné, on peut le savoir, mais c'est pas dangereux, parce qu'en fait, c'est un objectif qu'on vise, mais il faut pas que ça soit un objectif en soi. C'est un peu contradictoire, mais si on est focus là-dessus et qu'on se dit, il faut que je parvienne à cette montée-là, ça va faire de la résistance. Ça va faire de la résistance. Et bien souvent, j'ai des personnes qui, pendant un cours, vont me dire « Ah, là, j'ai eu une montée de Kundalini et je sais que la personne n'a pas eu une montée. Je le vois. » Et d'autres personnes à côté qui sont là « Ah bon, bah moi, non. » Et elles, je sais qu'elles en ont eu une. Mais parce qu'en fait, on est très mauvais juge de nous-mêmes, surtout quand on ne connaît pas les choses. Après, bien entendu, quand on expérimente ces états-là, et bien après, on arrive à les reconnaître. Mais il faut juste se dire que la montée de la Kundalini est censée être un moment d'éveil intense. Mais dans cette notion d'éveil, il y a parfois aussi de l'inconfort. C'est pas un état de plénitude où tout est beau, tout est merveilleux, la vie est rose. Non. Dans l'éveil spirituel, il y a aussi une part d'ombre qui parfois est inconfortable. Donc, il faut accepter aussi parfois qu'on peut être dans un bad mood pendant plusieurs jours après, parce qu'en fait, on prend conscience qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc, c'est vraiment l'énergie de la Kundalini, et la montée de la Kundalini est un miroir de notre âme qui nous aide un petit peu à prendre conscience de ce qui marche et ce qui marche pas. Et on peut lire pas mal de choses sur les réseaux par rapport à ça. Voilà, l'éveil spirituel n'est pas de tout repos et n'est pas toujours confortable, et c'est pas toujours beau à voir non plus, mais il faut accepter ces moments-là et surtout être quand même bien accompagné pour justement avoir des petites astuces pour mieux vivre cette période-là. Et si on se sait très sensible à l'énergétique, on évite d'aller vers des pratiques comme le Kundalini qui vont peut-être nous pousser un petit peu trop fort, et on va favoriser peut-être d'autres pratiques qui nous correspondront mieux. J'ai des élèves qui sont très réceptives à l'énergétique. On ne fait pas de Kundalini avec elles. On fait autre chose parce qu'elles ont pas besoin d'aller vers ça. En tout cas, pas en ce moment. Ce qui revient beaucoup dans ton discours et même dans les interviews précédentes que j'ai faites, c'est que une des choses les plus importantes pour se transformer, c'est de sortir de sa zone de confort. Totalement. Ça revient à chaque fois. Totalement. C'est quoi qui te rend le plus fier, le truc qui te rend le plus fier dans ton travail et dans ta vie? Le truc qui me rend le plus fier, c'est dans ma vie en tout cas, d'avoir su et d'être encore en train de créer une vie harmonieuse et équilibrante. De savoir donner du temps à chaque chose. Et je vais prendre cet exemple parce que je le vis actuellement. Ça fait depuis le début de ma grossesse que je m'emploie à organiser mon temps d'une manière à ce que je puisse profiter de tout. En fait, j'ai pas envie de faire de compromis dans la vie. J'ai pas envie de choisir entre ma vie de famille et mon travail. J'ai pas envie de choisir entre ma passion et mon enfant. J'ai pas envie en fait de faire ces choix-là, et je pense qu'on n'est pas obligé de les faire. Par contre, ça nécessite de clairement se creuser la tête, de repenser pas mal de choses. Et ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est de me dire que justement, avec l'arrivée de ce bébé, je vais pouvoir continuer tout autant à m'épanouir dans ma vie professionnelle, à faire du bien aussi, mais je vais aussi avoir beaucoup de temps
pour le passer avec mon fils. Mais voilà, d'une manière équilibrante où voilà, je vais pouvoir, je n'aurai pas besoin de travailler 5 jours par semaine, donc je pourrai profiter de lui aussi. Donc une chose qui me rend fière, c'est finalement voilà, cette énergie que je dépense au quotidien, parce que j'en dépense, à créer une vie qui est harmonieuse et sur laquelle je n'ai pas besoin de faire de compromis, en fait. Trop cool. Pour finir, c'est quoi les projets et les sujets qui t'animent en ce moment et genre ce sur quoi tu travailles, où tu réfléchis, à part enfanter? C'est un beau projet en soi déjà, mais qui voilà, qui va pas durer toute la vie, hein, donc du coup, Ouais. il faut bien en avoir d'autres, hein. Ouais. Ça, c'est certain. Bon, oui, c'est sûr que là, tout de suite, ce qui occupe beaucoup mes pensées, c'est donner la vie à ce bébé. Et le yoga m'a été extrêmement utile et va m'être aussi très utile pour mon accouchement. J'en reparlerai, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, bien entendu, là aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est justement ce mot de l'harmonie. Ce mot de trouver l'équilibre et de faire les choses avec justesse et précision. Ne pas me perdre. Et c'est vrai que là, j'ai lancé en juin et du coup, la deuxième session aura lieu en septembre et on en aura une par mois. J'ai lancé le Girls Do Yoga Club, qui est en fait un club de pratique en ligne où on se retrouve chaque semaine 1 heure et demie pour un atelier. On travaille pendant 1 mois sur une thématique. Justement, en juin, c'était harmonie et équilibre. Au mois de septembre, ça sera créativité et intuition. Et on chemine au travers voilà, de tous les outils que moi je connais, mais aussi au travers d'outils que certains intervenants amènent. Il y a un invité par mois. Et au-delà de tout ça, je donne aussi des ressources via des vidéos que j'envoie en début de mois pour pratiquer de manière quotidienne autour de la thématique via la méditation, les respirations, toutes ces choses-là. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est de ramener aussi du sens dans la pratique du yoga et de la méditation. Pas juste pratiquer pour pratiquer, mais se poser la question de pourquoi je pratique, vers quoi je chemine, avoir un cap et une direction. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, au-delà de diffuser les enseignements que je connais, c'est aussi de pouvoir leur redonner vraiment un sens et aider les personnes à se recentrer autour de choses et de notions assez concrètes, parce que on peut vite tomber dans l'hyperconsommation du bien-être et du yoga. Et moi, la première, en tant que professionnelle, je peux pousser peut-être parfois là-dedans. Et en fait, je veux l'éviter. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ce club et j'espère le faire grandir au fur et à mesure des mois. En juin, j'avais 45 femmes qui étaient avec moi à mes côtés pour cheminer autour de cette thématique. J'espère en avoir encore plus en septembre. Et c'est faire les choses simplement. Donc, voilà, c'est un projet qui est très important pour moi. C'est ramener cette écologie personnelle dans notre pratique et redonner du sens à ce qu'on fait et surtout essayer un petit peu voilà, de simplifier la spiritualité et de montrer que finalement, eh bien, voilà, yoga, développement personnel, spiritualité, tout ça, si on devait remplacer par un mot, ça serait juste aller bien, quoi. Et c'est déjà super, quoi. Merci Kaliane pour tout ce que tu as partagé. Merci Louise. Ça a l'air trop intéressant, effectivement, tes ateliers. Et si vous voulez tester, je vous conseille d'aller donc sur sa page Instagram dans CIGTV où elle a plein de vidéos et de mini-ateliers en fait avec tes rituels. Vous pouvez voir un petit peu comment elle utilise tous ces outils. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi pour ce temps passé ensemble. C'est toujours un plaisir et j'espère voilà, qu'on aura su peut-être donner envie à ceux qui ne méditent pas de méditer et puis peut-être aussi à ceux qui se posaient des questions. J'espère qu'on aura pu répondre à certains